Merci d'être là assez nombreux. Je vois 48 participants pour cet atelier que j'espère très riche. Alors, sur un sujet qui je pense, va intéresser pas mal de monde et qui avait beaucoup interpellé le comité. C'était, alors, le thème, l'intitulé, c'est la peur du vide, comment structurer le temps dans la phase de rétablissement. Hein, c'est vrai qu'on parle beaucoup du traitement actif du premier épisode, des symptômes, mais un épisode psychotique, c'est aussi un profond bouleversement de l'identité, un bouleversement des rapports sociaux, avec beaucoup de vide. Une fois que la montagne, on va dire, est franchie de traiter un certain nombre de symptômes. Et voilà, c'est comment on s'en sort avec ça, qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes. C'est ce qu'on va voir dans cet atelier. On va commencer par l'équipe de Dijon. Alors, je vais présenter un petit peu l'ensemble des orateurs de cette session. Et l'équipe de Dijon sera représentée par Juliette Martin, du centre d'intervention CIP, qui est un des premiers centres d'intervention précoce en France. Ensuite, on aura l'équipe de Lyon. Je présenterai les détails des intervenants au moment où on interviendra. Et ensuite, on aura également l'équipe de Lausanne. Voilà, bah, écoute Juliette, je vais te laisser mettre en place ton diaporama. Alors, hop. Ok. Là, vous voyez, le partage a réussi ou pas? Ça marche bien. Tu peux mettre en diaporama. En diapo, c'est bon? C'est parfait, ça passe, c'est en plein écran. Tu peux y aller. J'ai pas une super connexion, j'espère que ça va tenir. Au pire, je couperai la vidéo. C'est parfait, on est très bien. Ok. Alors, moi, je suis une docteure Martin Juliette, je suis psychiatre au centre d'intervention précoce, comme l'a dit Frédéric, et je tiens à remercier l'ensemble des participants de l'IEPA francophone pour nous donner l'opportunité de discuter d'un sujet tel que le temps et le vide, parfois pour nos jeunes pour qui survient un épisode psychotique. Donc, on a un peu structuré les interventions pour également que ça soit un petit peu, on va dire, un peu chronologiquement. Donc, moi, j'ai plutôt parlé de la partie qu'est-ce qui se passe après un premier épisode psychotique et comment quelques pistes pour aider à structurer le temps au moment tout de suite après l'épisode et voilà, quels outils, quelles réflexions nous on a eu en équipe. Ça fait quelques années maintenant que le centre d'intervention précoce existe. Donc, l'idée, c'était aussi de se dire que, quand on parle de structurer le temps, le PEP en lui-même, ça peut, et c'est souvent une forme de discontinuité temporelle dans la ligne de l'existence de la personne, avec ça marque parfois une rupture de parcours, une rupture avec l'état antérieur, avec parfois cette perte de sentiment d'identité de la personne, c'est l'effraction de certains symptômes, et tout ça, ça va avoir des impacts importants sur le temps, la sensation de vide, comment remplir ce temps après, parce que déjà, cet épisode psychotique a un impact sur l'estime de soi. C'est plus dur de structurer son temps et de savoir quoi faire de son temps et de soi quand l'estime de soi a été mise en danger. C'est une effraction traumatique qui peut aller parfois jusqu'au PTSD. Et en ça aussi, on sait à quel point, lorsqu'il y a trauma, on peut être pris dans une espèce de boucle temporelle, on va dire, et dans des ruminations. Il y a également la symptomatologie qui a cet impact sur la capacité de la personne à structurer son temps. On parle de la symptomatologie négative avec un espace-temps qui est un peu modifié, mais il y a aussi un impact fort de la symptomatologie cognitive, notamment neurocognitive, avec un trouble des fonctions exécutives qui peut émerger après un premier épisode psychotique, avec des difficultés d'organisation et de structuration de son emploi du temps. Et puis, il y a l'impact de la thérapeutique médicamenteuse qui peut amener à parfois une sensation de vide, une perte de sens, une perte d'espoir. Et donc,
amené à cette espèce de dislocation temporelle et de ne pas savoir quoi faire de soi et de son temps. Et au-delà du suivi case management, quels outils et quels axes de travail finalement on peut mettre en place afin d'aider le jeune à récupérer un peu cette mainmise sur ce temps qui à un moment donné a pu s'arrêter et qui a pu présenter une rupture de parcours. Hop. Donc, la remédiation cognitive, c'est déjà un premier, excusez-moi, hop, mon truc a sauté. Donc, il y a ce travail sur la reprise d'espoir, de donner un sens à l'épisode psychotique par différentes manières. L'idée est d'arriver à restructurer l'identité de la personne en lui donnant des clés, lutter contre ce sentiment de perte, contre ce sentiment de stigmatisation, d'ostoctimisation, travailler sur l'insight, restaurer l'estime de soi. Et donc les premières pistes, c'est tout le travail psycho-éducatif sur donner un sens à l'épisode psychotique pour aider à restaurer cette estime de soi et retomber sur une identité qui est acceptable pour le patient après ce trauma. Donc, il y a toute la psychoéducation, tout le travail de l'estime de soi. Nous, je sais qu'au on a mis en place un groupe d'affirmation de soi, notamment, et puis mais il nous manquait des petites choses pour travailler l'estime de soi, et donc on a mis en place des choses. Et la prise en compte du trauma dès le début, en fait, dès la prise en charge, quand le patient a présenté son premier épisode psychotique, mais après, toujours bien réévaluer l'impact sur le sommeil, l'impact sur son quotidien de cette boucle traumatique qui peut se mettre en place. Alors, une des premières réponses qui va aider à structurer le temps, à mon sens, c'est de travailler aussi sur les impacts neurocognitifs qui vont faire que ça va être plus compliqué pour le patient de le structurer, c'est-à-dire quand il y a des fonctions exécutives qui sont impactées, quand on ne sait plus bien s'organiser, quand on a des difficultés à mettre en place des choses. Donc, la remédiation cognitive, après un bilan cognitif, elle va aider aussi à récupérer cette capacité à s'organiser. D'où l'importance de mettre en place la remédiation cognitive, comme par exemple, nous on utilise pas mal RECOS sur l'axe neurocognitif, très rapidement après le premier épisode psychotique, et dès qu'on voit que des plaintes émergent, notamment les plaintes organisationnelles et la sensation du temps qui passe dont on n'a plus la maîtrise. Et il y a aussi cette remédiation cognitive et toute la prise en charge des difficultés cognitives, elle va permettre de récupérer le cursus scolaire, universitaire, voire professionnel, le plus rapidement possible afin d'éviter cette rupture de parcours et de permettre le maintien de structurer les journées. L'idée, c'est pas de dire vous avez fait un PEP et vous, c'est pas grave, on interrompt tout, on verra l'année prochaine. C'est vraiment d'aider à récupérer déjà le rythme tel qu'il a pu être avant ce PEP. Donc, la remédiation cognitive, ça peut être une clé, mais souvent, comme je le disais tout à l'heure, l'estime de soi et l'identité de la personne est impactée. La remédiation cognitive à elle seule ne va pas suffire de façon précoce après le premier épisode psychotique. Et l'idée, c'était de développer des soins un petit peu mixtes qui vont mêler la remédiation cognitive, les TCC et l'estime de soi. Et on a créé au sein du centre d'intervention précoce des outils qui vont nous aider à travailler ça, et notamment cette reprise de gestion du stress, d'affirmation de soi, d'estime de soi, mêlée aux difficultés cognitives. Donc, on a 2 programmes qui ont été mis en place et qui fonctionnent bien chez nos jeunes partant de ce constat-là, qui nous manquait parfois un maillon dans les soins proposés. On a mis en place Equiremède. Donc, il y a un soin de remédiation cognitive basé sur la médiation équine avec tout ce que ça peut apporter de développement en estime de soi et en organisation des tâches. On a vraiment un bon retour sur ce soin et on a vraiment cette efficacité sur cet aspect estime de soi, affirmation de soi. Et ensuite, on a mis un deuxième soin en place qui est Réhabiliti Run, qui est à peu près la même chose qu'Equiremède, avec la course à pied, en prenant en compte aussi la santé physique
des patients dès le début. Et donc, il y a tout un axe de travail avec ces deux soins, avec développer les capacités de gestion, d'organisation, d'autocontrôle. C'est des soins qui sont assez déstigmatisants, qui sont en dehors des institutions psychiatriques. Ça permet d'organiser des démarches. Et avec ces deux soins, on a réussi à avoir un petit peu ce qui nous manquait quand on proposait, par exemple, la remédiation cognitive ou juste le groupe d'affirmation de soi en post-épisode. Ensuite, il y a des nouveaux soins qui existent qui peuvent être ludiques pour travailler tout ce qui est gestion du stress. Il y a la réalité virtuelle. Nous, ça nous a beaucoup aidé pour mener à bien des projets, on le couple avec nos ateliers d'affirmation de soi, avec tous les autres soins, pour aider à diminuer un petit peu la valence émotionnelle et la valence anxiété chez nos jeunes, et puis travailler des axes un petit peu précis. Il y a tout un axe avec C2Care, notamment sur les troubles cognitifs, on a des choses sur la conduite, voilà, des vrais puis qui parlent aux jeunes, en fait, on est un peu sur le terrain des jeunes, c'est ludique. Ensuite, on a développé quelque chose pour faire le lien avec la reprise scolaire et universitaire, permettre justement d'axer vraiment ça et qu'on puisse mettre en place assez rapidement après le premier épisode psychotique, quand on voit que le raccrochage en cours ou sur le cursus professionnel est un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait penser. Et donc c'est un soin de psychoéducation qui mêle à la fois la maîtrise du temps, la maîtrise de l'organisation, les démarches administratives quand il faut reprendre le travail. Voilà, donc ça, c'est des exemples de soins qu'on a pu mettre en place qui nous ont manqué, nous, au début, quand on a monté le centre d'intervention précoce, pour justement combler le temps et surtout que le patient se ressaisisse du temps, de son temps et du vide qui peut apparaître après cet épisode psychotique. L'idée, c'est vraiment ça, c'est savoir sortir un peu hors des sentiers battus pour être un peu au plus proche des intérêts du jeune patient et de son projet personnalisé. Donc là, j'ai mis des différents icônes parce qu'on a un projet pour les échecs. Donc, les échecs sont revenus très à la mode avec la série The Queen Gambit. On a de la mindfulness aussi qu'on peut mettre en place, de la cohérence cardiaque. Et enfin, il y a une dernière chose qui me paraissait importante, c'est d'intégrer la famille tout au long de la prise en soin, dès le départ, chez ces jeunes gens, et d'autant plus la majorité des patients qu'on a vivent chez leurs parents quand l'épisode survient entre 16 et 25 ans. Et donner des clés aussi aux parents pour aider le jeune à travailler la motivation à la maison, faire un peu un relais de tout ce qu'on travaille. Ça me paraît aussi très, très important dès le départ pour aider la famille à comprendre ce qui se passe. Il y a le programme I Care, You Care qui se développe par les équipes de Paris. On en a mis un peu en place, un peu similaire, qu'on a appelé « Et nous ?» pour la famille. Et ça c'est voilà, dès le départ, donner aussi le clé à l'entourage pour aider le jeune à restructurer sa vie et qu'il n'y ait pas un écart de parcours trop important. Voilà un petit peu les messages que je voulais faire passer pour les débuts, en tout cas l'aspect premier épisode psychotique et l'impact sur le temps qui passe à ce moment-là. Et grand merci, Juliette, pour cette intervention qui cadre vraiment les choses. C'était un petit peu effectivement l'idée de cette progression au sein de cet atelier. Justement, le temps est assez court. Pour le coup, il est bien rempli. On peut éventuellement peut-être avoir une petite question. Sinon, ce qui est aussi possible, c'est de faire une grande discussion à la fin. Mais s'il y avait une question un peu brûlante que quelqu'un voudrait poser tout de suite à Juliette, on peut le faire. Sinon, on enchaîne. Je vais installer en même temps notre présentation. Ok, on va faire comme ça. Alors, on va tout de suite amorcer. Donc, un petit peu dans la continuité de ce qu'a présenté Juliette. Nous, on est aussi une équipe
d'intervention précoce basé à Lyon. Donc, Frédéric Asbar, j'en suis médecin responsable. On est plusieurs ici à représenter l'équipe. On a Amélie Pavard, on a Virginie Boyel-Dieu, Isabelle Viter et Emmanuel Blanc, qui est un peu par là. Voilà, donc on a choisi de faire une présentation à plusieurs voix autour de cette question, justement, de qu'est-ce qui se passe après l'épisode qui est un moment assez chaotique, hein, où pendant son déroulement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être bouleversées, un travail qui peut éventuellement être perdu, des études qui peuvent être interrompues. Et puis, on a un certain nombre d'étapes à gravir, des symptômes. On est accompagné par l'équipe PEP. Mais une fois la montagne franchie, il peut y avoir du vide laissé autour de soi. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, c'est des questions que se sont posées notre équipe. Alors que je resitue un petit peu ici, hein, on est une équipe qui couvre une grande partie de l'agglomération de Lyon. On s'est aussi couplé au service de réhabilitation psychosociale. Donc, on a à disposition un certain nombre d'interventions dont a parlé Juliette. Il y a beaucoup de choses similaires. On a 15 case managers, un père aidant. On est une équipe assez variée en professionnels et on travaille dès le départ auprès des patients avec un premier épisode. Mais c'est vrai qu'une fois la tempête passée, on s'est beaucoup posé la question de quoi leur proposer et on en est là aujourd'hui dans notre centre à proposer des interventions autour de cette problématique. Je laisse la parole à Amélie. Oui, donc au niveau du service PEPS, on va proposer différentes activités pour venir structurer le temps des jeunes. Dans un premier temps, ils vont rencontrer un case manager qui va proposer un suivi intensif en rencontrant le jeune suivant une grande flexibilité de rendez-vous avec une grande disponibilité, puisque tous les case managers ont des téléphones portables, ce qui va permettre aux jeunes de prendre rendez-vous pour se voir en appelant, par texto, simplement de prendre des nouvelles aussi. Et c'est vraiment ce processus qui va prendre plus ou moins de temps en fonction des jeunes, qui va permettre de créer une alliance thérapeutique de qualité. Et c'est vraiment un premier repère pour les patients. S'ils le souhaitent, ces jeunes pourront ensuite participer au groupe Reconnexion. Dans ce groupe, ils vont pouvoir rencontrer d'autres soignants dans un moment informel, d'autres case managers, le neuropsychologue pour prendre des rendez-vous, voilà, d'autres personnes. Ce groupe Reconnexion, il va constituer une première réappropriation du temps en proposant un repère dans la semaine, en proposant de retrouver de la motivation, un intérêt qui va se construire autour de l'autre. Et c'est donc un temps d'activité qui pourra permettre de créer des projets en lien avec les autres. Si le jeune le souhaite, on pourra proposer ensuite des interventions plus classiques sur le modèle de la réhabilitation psychosociale, avec des évaluations pluridisciplinaires, tout ce qui est évaluation des besoins, des ressources, le bilan neuropsychologique, le suivi en éducation thérapeutique, en remédiation cognitive, dont on a vu avec l'intervention précédente d'ailleurs, qui vont participer davantage à construire cette organisation temporelle, cette fois-ci sur plusieurs semaines. J'ai un petit souci technique, on va retrouver notre diaporama. Parfait, merci. Et donc, s'ils le souhaitent, on va pouvoir proposer également le setup jeune qui va leur permettre de construire, d'élaborer un projet professionnel. Là aussi, ça constituera un repère temporel qui va permettre cette fois-ci de mettre du sens autour de ces projets. Et voilà, donc nous allons vous présenter ces deux temps, donc le groupe Reconnexion et le setup jeune. Alors, donc, le projet du groupe Reconnexion, c'est la mise en place d'un lieu ressource accueillant et bienveillant. Donc, 2 après-midi par semaine, permettant aux patients avec des symptômes négatifs ou dépressifs de
réorganiser et de rythmer le temps face à un quotidien déstabilisé. L'objectif est de réinvestir en douceur un espace social, de s'approprier peu à peu une notion de plaisir dans le lien à l'autre, de faire émerger ses propres ressources sociales, d'exprimer ses propres désirs, impulser aussi une envie de créer des activités entre eux. Donc, les activités qu'on peut proposer, c'est des discussions libres autour d'un café, ça peut être des jeux de société, balades à l'extérieur, aller prendre une boisson en terrasse. On a fait une sortie culturelle, c'était une exposition. On fait également des séances appelées son et relaxation qui sont animées par une musicothérapeute. Et on a mis en place aussi un cahier à disposition des jeunes où ils peuvent en fait proposer des activités. Donc, pour illustrer ce groupe, nous proposons une petite vignette clinique. Il s'agit donc de Marie, une jeune femme de 25 ans, qui est suivie sur PEPS depuis août pour un épisode dépressif avec apparition récente d'HAV. Marie décrit un mal-être depuis son adolescence, avec repli, désintérêt pour les liens sociaux, avec une grande difficulté dans les interactions avec les autres. Un émoussement affectif, elle se renferme dans les jeux vidéo. Elle dit ne pas avoir d'amis, ne sort pas, ne voit personne, ne travaille plus depuis quelques mois. Donc, on a constaté qu'elle avait une participation active au groupe Reconnexion. Elle se saisit très bien du dispositif. Elle se montre réceptive à l'échange, d'abord avec les soignants, puis avec les autres jeunes. Elle se montre de plus en plus investie. Elle est moteur dans la création des projets avec le groupe et elle écrit beaucoup dans le cahier. Elle montre au fur et à mesure une amélioration de l'estime de soi. À ce jour, elle a retrouvé un intérêt pour recréer des liens sociaux et met en place des activités qui rythment sa semaine. Par exemple, elle a recontacté des anciennes relations et prend du plaisir à être avec les autres. Elle s'est inscrite également dans un groupe de théâtre jeu de rôle. Elle a pu se montrer plus confiante dans la réalisation de son projet professionnel. Elle a rencontré une chargée d'insertion pour affiner son projet autour de l'horticulture. Nous allons vous présenter maintenant un dispositif emploi dédié aux jeunes. En effet, la perspective d'une formation ou d'un emploi est une nouvelle étape dans le cadre du rétablissement des jeunes. Elle permet de leur redonner un cadre de vie, une nouvelle direction. Pour cela, nous proposons le groupe Setup, donc construction de trajectoire et orientation professionnelle, avec différents objectifs. Le premier, c'est apprendre ou réapprendre à structurer son temps. En effet, le groupe dure 5 semaines, donc avec un planning et des horaires à respecter, qui permet aux jeunes de retrouver un rythme. Le deuxième objectif, c'est rencontrer d'autres personnes. En effet, ce groupe, on peut accepter entre 6 à 8 jeunes. Et donc là, le but, c'est vraiment d'interagir, de communiquer et d'échanger. Et enfin, troisième objectif, c'est aider les jeunes à construire un projet, que ce soit de formation, emploi ou social. Ce groupe, en fait, a différents types de séances, que ce soit des séances groupales ou individuelles. On propose de démarrer ce groupe par la construction d'un projet d'action. Donc là, on propose au groupe de jeunes de choisir un projet, de définir des objectifs et les moyens pour les atteindre. Une fois les objectifs définis, le but, c'est qu'ils construisent un plan d'action et qu'ils réalisent le projet. On vous montrera dans le slide d'après un exemple de projet d'action. On propose aussi des échanges et tables rondes autour de différentes thématiques, par exemple émotions et sentiments au travail ou troubles du sommeil. Il y a également des séances ETP en lien avec le travail qui sont proposées sur des thématiques, par exemple gestion du stress ou affirmation de soi. Et enfin, on a des entretiens individuels autour de la santé et professionnelle pour démarrer la construction du projet de vie. ETP, pardon, c'est éducation thérapeutique. Juste pour vous présenter un exemple de projet d'action en groupe. Donc là, en fait, on a proposé à notre précédent groupe comme projet l'embellissement d'une salle de pause. Donc, en fait, on leur a donné un budget. Suite à ça, ils ont défini des objectifs, à savoir leur objectif était de repeindre et décorer les fauteuils et les murs. Donc, par rapport à ça, ils ont défini des actions, à savoir aller faire des courses, acheter de la peinture et de quoi embellir. Ils ont peint, ils ont décoré et enfin, la salle de pause a été vraiment un beau résultat.
Le but vraiment de cette construction d'action de projet permet de fédérer le groupe en démarrage du setup et également de leur permettre d'accomplir un projet du début à la fin. Merci beaucoup. Donc vraiment, l'idée, c'est des étapes préliminaires en quelque sorte pour amorcer des projets d'insertion, mobiliser les jeunes et puis ensuite les connecter à éventuellement des interventions avec des chargés d'insertion, des job coachs, mais initier quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être pas à ce stade, mais peut-être qu'on peut directement enchaîner sur la dernière présentation et puis ensuite avoir une discussion un peu ouverte avec l'ensemble des participants et des intervenants. Donc, je vais peut-être laisser Muriel partager. Voilà, alors par contre, on ne vous entend pas. Je vais faire rapidement la présentation. Donc, Muriel Reposero est psychologue, travaille à Lausanne et donc dans un dispositif qui accueille des jeunes adolescents et jeunes adultes et qui travaille en lien fort avec l'équipe d'intervention précoce, programme type. Muriel. Voilà, vous m'entendez? C'est parfait, on vous laisse la parole. Magnifique. Voilà, je suis très contente de pouvoir aussi passer ce moment d'échange avec vous. Je vais vous donner naturellement quelques informations sur notre quotidien et notre cadre de travail, mais je crois que je me réjouis surtout de la partie d'échange qu'on va avoir ensuite, puisque beaucoup de choses ont été dites déjà dans cet atelier, mais aussi dans le cadre des plénières tout à l'heure. Ça fait du bien de pouvoir partager nos pratiques et de voir qu'on est confronté aux mêmes questions, aux mêmes réflexions, aux mêmes défis, et de voir aussi comment chacun dans son contexte fait preuve de créativité et met en place des projets qui puissent répondre aux besoins de ces jeunes dans le cadre de l'intervention précoce. Et c'est vrai que moi, je dirige donc cette fondation qui s'appelle Institut Maïeutique, qui est à Lausanne et qui a ses racines depuis 1955, plutôt dans les mouvements de l'antipsychiatrie et de la communauté thérapeutique. Et donc, tout le défi qu'il y a aujourd'hui, c'est comment être à la fois aussi loyal à une certaine histoire et à une certaine approche basée sur le groupe et à la fois pouvoir s'adapter aux besoins des jeunes et d'être surtout une structure qui soit basée et intégrée dans la cité en collaboration étroite avec les équipes spécialisées en intervention précoce, donc notamment le programme type. Et quand le professeur Conus a créé le programme type au début en revenant d'Australie, tout était mis en place et puis il nous a approchés en disant mais enfin pour un certain nombre de patients, pour un certain nombre de jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire tout au long de la journée, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, mais la question de la journée est vraiment centrale. Et c'est à partir de cette réflexion et cette demande qu'on a pu aussi affiner notre programme et notre fonctionnement aujourd'hui. Parce que comme ça a été dit déjà plusieurs fois, finalement, quand on rencontre les jeunes, ce dont ils se plaignent énormément et en première ligne dans le contact, c'est la question des conséquences des troubles psychiques sur leur vie quotidienne. Et la plainte centrale, c'est le décalage, la perte de confiance et le fait que les journées sont sans structure, avec tout ce qui découle aussi comme isolement social.
Alors, l'intervention naturellement précoce s'adapte aux ressources et aux besoins de chacun. Et moi, je vais vous parler plus des jeunes qui arrivent chez nous pour qui des interventions plus individuelles et directement intégrées dans le maintien de la scolarité ou de la formation professionnelle n'ont pas été possibles. Et ce sont des jeunes qui, beaucoup avec des symptômes négatifs, restent à la maison et se rendent heureusement au rendez-vous avec les case managers et avec leur psychiatre, mais qui, pour le moment, ne parviennent pas à se mobiliser pour maintenir la scolarité ou le travail. Et donc, tout ça génère, moi j'ai beaucoup aimé ce titre de la peur du vide parce que il y a la peur du vide, mais il y a aussi finalement, à un moment donné, le vide devient aussi, et la maison et la non-activité devient aussi le contexte de sécurité. Et tout ça inquiète énormément les familles, spécialement dans une période de vie adolescentaire ou jeune adulte où tout l'enjeu normalement c'est quand même une forme d'autonomisation pratique et psychique. Et puis pour nous les professionnels, ça nous angoisse aussi énormément parce qu'on a quand même justement, comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, connaissance du fait que se mettre en route rapidement fait partie du rétablissement et qu'il ne faut pas attendre que ça aille mieux pour pouvoir reprendre une activité, une structure et un rythme dans son quotidien. Et donc, pour un certain nombre de jeunes, il s'agit de créer, ce qu'on a créé, c'est finalement un espace-temps un petit peu intermédiaire qui permet de répondre tout simplement à la première demande de ces jeunes qui est de pouvoir être attendus quelque part et de retrouver un rythme et d'être accueillis finalement tous les jours ou plusieurs jours par semaine en attendant qu'il y ait d'autres choses qui prennent cette place. Naturellement, il ne s'agit pas de prescrire du soin à plein temps, mais peut-être d'occuper le vide, si ce n'est pas possible de l'occuper autrement, par justement une forme de reprise du rythme et d'intégration au sein d'un groupe de pairs. Parce que finalement, les jeunes, quand ils viennent chez nous de manière régulière, ce qu'ils retrouvent comme plaisir avant tout, c'est le fait d'être parmi d'autres, de pouvoir rencontrer des jeunes qui sont dans la même situation qu'eux et de pouvoir avoir une vie de jeunes, finalement, une vie de père et d'aborder aussi des sujets de la vie quotidienne. Et donc, le terrain qu'on leur offre dans cet espace-temps intermédiaire, c'est un champ d'exploration individuelle et groupale au sein duquel ils peuvent se remobiliser, encore une fois, psychiquement et socialement et pouvoir retrouver un sentiment de confiance, d'estime et de normalité. Alors, moi, je me pose souvent la question, mais est-ce qu'un jour, on ne va pas dire, mais finalement, l'intervention précoce dans un lieu institutionnel, c'est paradoxal, c'est pas possible. En fait, je pense que, encore une fois, pour un certain nombre de jeunes, ça répond à un besoin et tout dépend aussi, comme on l'a entendu tout à l'heure, ce qu'on propose à ces jeunes. Alors nous, on est situé depuis 1955 au cœur de la ville. À l'époque, c'était un acte militant. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes apprécient le fait de venir au centre-ville et finalement, on est intégré dans le quartier avec les écoles, les cafés, on arrive en métro, en bus, à pied. Et tout ça contribue au sentiment de normalité et de rétablissement. Je l'ai dit tout à l'heure, l'importance du groupe comme soutien, puisque tout au long de la journée, on propose des activités
de groupes, des groupes thérapeutiques à médiation dans différents domaines, par exemple des groupes autour de la créativité, des ateliers photos, des ateliers d'écriture, des groupes de calligraphie, mais aussi des groupes autour de la santé mentale, des groupes autour de l'actualité, des activités en lien avec le corps, des sports intégrés dans la ville. Par exemple, on a choisi des sports comme l'aviron parce qu'on trouve que c'est très intéressant de ramer aussi en arrière pour pouvoir avancer, ou la grimpe, on est inscrit au club de grimpe de la ville. Et en fait, finalement, comme dans un petit campus, tout au long de la journée, les jeunes participent à des activités. C'est le grand groupe qui se sépare en sous-groupes. Comme Juliette, non, c'est pas Juliette qui l'a dit tout à l'heure, mais je crois que c'était dans la plénière, on a aussi changé l'articulation avec l'insertion professionnelle, puisqu'il s'agit encore une fois pas de garder les patients et les jeunes dans les soins, mais de très vite les impliquer et de mettre en place un soutien à l'insertion professionnelle ou scolaire. Et donc là aussi, on a complètement changé. Je l'avais présenté l'année passée. Avant, on attendait qu'il y ait une certaine stabilité pour mettre en place des mesures. Aujourd'hui, on met en place des mesures et les groupes thérapeutiques viennent plutôt, et le groupe de pairs surtout, viennent plutôt soutenir cette tentative d'insertion professionnelle qui se fait de manière progressive. Et puis un autre aspect qui est fondamental, c'est de finalement, comme ça a été aussi dit tout à l'heure, pas s'occuper que de la souffrance et des difficultés, mais permettre et accompagner ces jeunes, leur permettre de s'intéresser et de les soutenir dans les questions qui les concernent. Je vais parler de l'implication citoyenne parce que Philippe Conus en a parlé tout à l'heure, mais la question du climat, c'est une question dont on parle beaucoup, et on s'est rendu compte que finalement, au moment où tous les jeunes étudiants sont descendus dans les rues, il y a 2-3 ans, on s'est dit, mais finalement, les jeunes qui viennent chez nous, ils voudraient aussi descendre dans la rue, mais certains ne sont pas à l'aise. Comment est-ce qu'on va les soutenir là-dedans pour la question du climat, mais surtout pour qu'ils puissent se sentir et s'impliquer en tant que citoyens. On a créé aussi toute une réflexion et une forme d'accompagnement spécifique autour de la question de la santé sexuelle et des questions relatives au genre, puisque c'est quand même, on a une grande population aujourd'hui qui s'interroge là-dessus. Alors, il ne s'agit justement pas de psychiatriser cette question, mais au contraire d'avoir une disponibilité pour la traiter comme ça serait le cas à l'école ou au travail. Et puis une place importante pour la culture. On a un club de lecture, on prend des places pour les musées, on a créé une radio, on organise des séjours, des vacances. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut soutenir ces jeunes et la structuration de leur temps et leur rétablissement à partir de thèmes et d'axes qui sont importants pour eux. Alors, j'ai juste un petit problème. Juste pour terminer, peut-être que le défi, et c'est là où on travaille vraiment très étroitement aussi avec les case managers du programme TIP, c'est pouvoir se rencontrer et de co-construire un projet et une temporalité commune, collaborer avec l'ensemble du réseau, avec un langage aussi et une vision qui est partagée. Et je pense que des journées comme aujourd'hui nous aident aussi pour ça. Naturellement, la place des familles est centrale. Et puis, la souplesse et la créativité essentielle, parce qu'on travaille avec des jeunes, est essentielle pour lutter contre la lourdeur et la rigidité de tout système
y compris des systèmes qui tentent de rester comme ça en éveil. Et je pense que la clé de tout ça, c'est quand même la formation et la posture des soignants, de l'accompagnement, la supervision, la réflexion, parce que finalement, comment est-ce qu'on peut rester toujours à jour et disponible pour rencontrer nos patients dans le quotidien, renforcer l'alliance qu'on a avec eux pour leur permettre de pouvoir construire un projet de vie qui soit satisfaisant pour eux et aller vers leur établissement. Voilà. Merci beaucoup, Noël. Alors, on a un peu débordé, même beaucoup, ce qu'on avait prévu en termes de temps. Encore une fois, c'était bien rempli. On peut peut-être un tout petit peu déborder éventuellement jusqu'à 17h05 s'il y a pas mal de questions. Bon, voilà, hein, on a eu des interventions assez différentes avec des choses peut-être très cadrées, d'autres un petit peu moins cadrées. C'était aussi notre idée de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on voyait habituellement dans ce type de congrès et d'ouvrir. Voilà, enfin, je suis prêt à prendre un peu les questions, soit dans le chat, soit éventuellement par oral directement. On commence peut-être à intervenir dans le chat. Ce sera peut-être plus... Si je peux me permettre, dans le chat, il y avait notamment des questions pour Juliette sur Oui. la dimension d'équithérapie. Peut-être qu'on peut revenir un tout petit peu dessus. Moi, si vous me permettez, j'avais écrit, mais j'avais manqué un message auparavant. J'étais un peu dans le champ, alors vous pouvez ignorer ce que j'avais écrit sur l'équithérapie, mais j'aurai autre chose. Alors, la question, avez-vous eu des subventions particulières pour soutenir tous ces programmes? C'est vraiment stimulant. Alors, je ne sais pas, Juliette, si tu veux peut-être commencer à répondre. Alors, en ce qui concerne Equiremède, oui, on a eu une subvention puisqu'on l'a présentée à une fondation qui soutient tout ce qui est développement des soins qui se basent sur avec les médiations animales. Donc, qui permet de financer les séances là pour 3 ans, pour 3 années. Donc, l'allocation ça, parce que ça se passe bien sûr dans un centre équestre. Donc, il y a le temps, il y a le matériel et puis l'allocation des chevaux, tout ça. En ce qui concerne la psychoéducation de réinsertion, le programme de réinsertion professionnelle ou universitaire, on vient d'avoir une subvention dans le sens où on a remporté le 2e prix des équipes soignantes, mais sinon, on l'a mis en place sans subvention particulière. Donc voilà, on essaye des fois d'avoir de répondre à des appels à projets parce que ça stimule aussi l'équipe. C'est une forme de reconnaissance aussi. Et puis, ça permet de compléter en matériel, même si en soi, il y a des choses qui ne sont pas très onéreuses. Hein. Sur l'ETP professionnel, ce n'était pas très onéreux. Mais là, par exemple, avec le prix, on va pouvoir financer un logiciel un peu plus poussé sur la réinsertion professionnelle, des clés USB pour les jeunes. Enfin, voilà. Donc, parfois, on va chercher des financements. Je peux répondre un peu de notre côté. C'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a aussi pour le public qui parle français autour de la table. En France, les centres de réhabilitation psychosociale sont financés par l'Agence régionale de santé pour faire ce type d'intervention. Et donc, notamment autour de l'emploi, on a des personnels qui sont vraiment, dont c'est la mission principale. Après, pour un certain nombre d'autres interventions, en particulier le case management, on a dû s'appuyer sur plutôt de la restructuration de moyens. Et c'est vrai qu'on est au début un peu de cette initiative, ce qui fait que les case managers ont des case loads qui sont relativement importants, mais qui laissent quand même la possibilité d'animer quelques interventions groupales de ce type-là.
On espère que ce sera encore possible longtemps, mais voilà, en tout cas, c'est des choses qu'on peut faire. En ce qui me concerne, je me suis spécialisée aussi dans la recherche de fonds. Et donc, effectivement, ce sont des fondations qui financent. Nous, on fait aussi de l'équithérapie, des stages, etc. Mais finalement, tous les projets transverses qui sont intégrés plus dans la cité, puisque les soins sont naturellement financés par des systèmes, mais tout ce qui sort du traditionnel est financé par des fonds extérieurs à partir de demandes de soutien et de projets. Je crois que, alors j'entends qu'il y aurait une question de Clément Dondé. Et il y a la question de Marc-André là qui qui patiente depuis un moment. On peut D'accord. Merci. J'étais sur le point d'avoir une crampe de l'épaule virtuelle. Donc, en fait, ma question, c'est de savoir à quel moment le retour en action, à l'emploi ou aux études s'insère dans ces parcours-là. Parce que je vous demande ça parce que nous, on se situe un petit peu dans la même mouvance que ce que présentait Amal. Il semble y avoir chez nous une réalité où les gens sont la désinsertion socio-professionnelle et peu présente. Alors, je ne sais pas, vous, dans votre cas, comment ça se présente? En tout cas, peut-être pour répondre de notre côté, le plus tôt, c'est le mieux. Donc après, on fait avec chacun. Nous, notre cadre permet une exploration et une reprise de rythme sans enjeu de performance, parce que finalement, de rajouter l'attente professionnelle pour certains est trop lourde au départ. Mais si ça peut se faire directement sans passer par nous, c'est naturellement favorisé. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Mais dans les faits, parce qu'en fait, ce que je soulevais lors de la présentation d'Amal, c'est que chez nous, le taux de chômage est à peu près inexistant. On est dans une situation quasiment de plein emploi. Il y a des restos qui ferment parce qu'ils ne trouvent pas assez de main-d'œuvre. Il y a des entreprises qui stoppent leur croissance pour la même raison. Je sais pas, donc, comment tout ça, comment ça se joue, quel impact ça a sur votre clientèle? Parce que je crois que c'est différent chez vous. Alors, oui, en effet. Alors, il y a deux situations. Soit il y a le jeune, il est en situation d'études, et l'idée, c'est en effet tout de suite de le remettre dans les études et pas attendre l'année d'après ou d'attendre qu'il le sente, tout ça, parce que en fait, c'est une perte de chance et plus le temps va passer et plus il y a de risques que ça soit compliqué. Donc, il y a un travail à faire avec les universités de déstigmatisation, parce que pareil, hein, c'est très, très compliqué parfois. Les programmes d'aménagement ne sont pas forcément adaptés aux troubles psychiatriques, ils sont plus pensés pour les troubles, le handicap physique, et donc d'aller personnaliser le soin, l'aménagement psychique. Après, pour le travail, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même situation, ce qui fait que quand même nos jeunes ou les patients, il peut y avoir une vraie discrimination quand il y a le choix entre une personne qui a un trouble ou pas un trouble. Parfois, il y a des vraies discriminations, et d'où aussi l'intérêt de préparer aussi à ça, parce que des fois c'est compliqué, savoir quoi dire, savoir comment se vendre, entre guillemets, comment justifier aussi parfois un trou dans un CV. Notamment dans le cas où ça a été un premier épisode qui a été long à stabiliser, où là pour le coup il a fallu du temps avant, il y a parfois un trou d'1 an. Comment on justifie ce trou dans un CV? Comment on fait valoir, s'il a fallu ça pour les jeunes qui eux sont plus dans la maladie, une RQTH, donc les aménagements de l'emploi? Et ça, c'est vrai qu'il y a une vraie stigmatisation, hein, même y compris dans des boulots qui se disent pas stigmatisant et open. Moi, j'ai le cas récemment d'un jeune qui a trouvé un job au rectorat. Il a dit à sa collègue qu'il avait des troubles psy, notamment des troubles psychotiques. Ça s'est monté en crise. Elle avait tous les clichés de la psychose en disant, en reprochant, en ayant peur qu'il la tue. Enfin, c'est monté dans des proportions alors que c'était censé être un emploi bienveillant. Donc oui, il y a encore du très. Enfin, c'est plus compliqué, je pense, quand il n'y a pas le plein emploi et quand déjà c'est voilà. Et puis il y a une autre chose, c'est que des fois on a des jeunes qui ont des bons niveaux intellectuels,
professionnels qui ont fait des bonnes études et qui ont un bon diplôme et ils ne trouvent plus dans la branche. Et la plainte, ça va être d'être dans des emplois qui eux, ne correspondaient pas à leur niveau d'études et comment on essaye justement de récupérer ça ou d'accepter à un moment de repasser par un emploi peut-être un peu moins qualifié ou qualifiant. Donc, il y a toute cette problématique aussi avec nos jeunes. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Tout à fait. Merci. La question méga rapide de Clément peut-être, et puis on devra malheureusement s'en arrêter là. Oui, je vais pas être très long. Merci beaucoup pour vos très belles présentations. C'est particulièrement stimulant pour les autres équipes. Ça donne même très envie. Je travaille à Grenoble dans une équipe d'intervention précoce et ma question est la suivante. Nous, on est confrontés à beaucoup de patients qui sont très réfractaires à tout soin et on passe plusieurs mois, beaucoup d'énergie à juste arriver à les voir en consultation. Donc, bon, ça, c'est un fait général et je voulais avoir un peu un retour d'expérience pour savoir comment vous vous y prenez pour arriver à donner accès, à donner un peu envie à ces jeunes de s'engager dans tous ces soins, ces dispositifs que vous proposez dans vos équipes. Je vais peut-être commencer à répondre, Clément, parce que c'est complètement, on va dire, ça qui nous a amené à mettre en place un peu ce qu'on propose là, parce que bon, tu connais un petit peu notre centre, on a beaucoup de choses un peu, enfin, très formalisées, finalement assez classiques en France, mais notre grande difficulté, c'était d'amener les jeunes à ces dispositifs, et finalement, c'est un peu ce qui nous a poussé à mettre en place des choses très ouvertes, très spécifiques, centrées vraiment sur ce qu'ils souhaitaient faire de façon un peu immédiate, en fait, pour être dans une mobilisation en fait, de la motivation. Et donc, c'est ce qui explique un peu le caractère très, enfin aussi évolutif du contenu, un peu avec un truc un peu boîte à idées. C'était un petit peu suite à ce constat-là qu'on arrivait difficilement à faire venir les jeunes. Et puis, bon, on voit que ça fonctionne pas trop mal. OK. Moi, ce qui nous concerne, c'est le groupe, c'est les pairs. S'ils arrivent à venir une fois, généralement, ils reviennent. C'est vraiment le groupe qui contribue à l'adhésion et à la rencontre. D'accord. Donc, si je retiens, proposer des formules assez spécifiques et générales pour accueillir toute demande et favoriser l'interaction groupale pour l'Alliance. OK. Merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir clore. Hein, si on comprend bien. Voilà, on avait beaucoup de choses à dire et à se dire. En tout cas, merci à tous, aux intervenants, aux discutants. Ces ateliers sont toujours très riches. On va devoir donc arrêter parce qu'on va enchaîner tout de suite sur un autre atelier. Voilà, merci à tous.